Mesdames et messieurs les députés, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir à tous donc, et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 190e de l'Institut Thomas More. Je me présente, je suis Jean-Thomas Le Sueur, le directeur général de l'Institut, et je ne prendrai que quelques minutes pour vous souhaiter la bienvenue à tous, remercier pour leur fidélité ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de suivre toutes nos visioconférences, ou presque, depuis 2 ans maintenant sur les sujets qui nous intéressent ce soir, et espérer que ceux d'entre vous qui participent pour la première fois deviendront alors tour des fidèles et des habitués. Un grand merci à tous, en tout cas. Permettez-moi également de remercier nos 3 intervenants que Laurent Amelot, directeur de recherche à l'Institut et organisateur de cette rencontre, vous présentera en détail dans un moment. Mais merci donc à Ophélie Coelho, Julien Nossetti et Cyril Dalmont d'avoir accepté de nous éclairer ce soir sur un enjeu considérable, le conflit technologique sino-américain et ses effets géoéconomiques et géopolitiques. Merci à tous les 3 d'avoir répondu présent. Ce que je souhaitais vous dire en préambule à nos échanges, c'est que cette visioconférence s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche lancé il y a bientôt 2 ans par Laurent Amelot, programme de recherche intitulé « L'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions chinoises ». Le but de ce programme est non seulement d'analyser et de décrypter la stratégie chinoise dans la zone sur les plans géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques, mais en ne nous contentant pas de la décrire. Nous cherchons aussi systématiquement à formuler des propositions d'action, que ce soit pour la France, pour l'Union européenne ou pour le camp occidental. Nous l'avons fait dans l'ensemble des contributions que nous avons publiées jusqu'ici. Nous l'avons fait, par exemple, dans notre rapport de juillet dernier sur l'influence de Pékin dans les îles du Pacifique, rapport rédigé par notre ami Hugues Lin, qui est avec nous ce soir, et en partenariat avec l'Institute for National Defense and Security Research de Taipei, donc à Taïwan. Nous l'avons également fait dans une note du mois de mars, signée par Laurent Amelot, avant l'élection présidentielle, sur la nécessaire refondation de la politique chinoise de la France. Nous l'avons fait encore, c'est un autre exemple, dans une note publiée à la fin de l'année dernière, il y a 10 mois, sur la stratégie maritime, le volet maritime des routes de la soie. C'est un autre sujet d'égale importance que nous vous invitons à explorer ce soir, le volet technologique de la rivalité sino-américaine. Et nous le faisons dans le contexte géopolitique que chacun connaît. Le conflit ukrainien a en effet des conséquences économiques partout sur la planète, renforce les tensions et crée des ruptures sur de nombreux marchés, perturbe les chaînes de valeur mondiales déjà sous tension. Il est indispensable donc d'évaluer ce qui se joue dans cette rivalité et en particulier, ajouterais-je, de l'évaluer pour nous autres Européens dont les fragilités et les vulnérabilités se font chaque jour plus évidentes, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan des infrastructures comme nous l'avons vu hier, ou sur le plan technologique et numérique comme on en parlera aujourd'hui. C'est donc pour discuter de ces questions à la fois vastes et complexes que nous vous avons invité ce soir à échanger avec nos 3 intervenants de choix, que je remercie encore. Et pour ce faire, je passe maintenant la parole à Laurent Amelot qui va introduire nos échanges. Merci Jean-Thomas. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, un grand merci pour accepter notre invitation à participer à cette conférence consacrée au conflit technologique sino-américain. Alors que le souffle de la récession semble s'étendre sur l'ensemble de la planète, la rivalité sino-américaine ne cesse d'amplifier sur fond de guerre en Ukraine et de bruits de bottes toujours plus sourds dans le détroit de Formose. Toutefois, cette compétition ne relève pas seulement de la géopolitique et de la stratégie. Elle comprend également un fort volet économique dans lequel la technologie du numérique prend une place centrale. Si le numérique est souvent perçu comme l'avenir de l'économie, voire de la société, son industrie est très fragmentée. Les entreprises présentes sur ce secteur sont nombreuses et souvent positionnées sur des niches de compétences, qui multiplient d'autant les maillons de la chaîne de valeur, des composants et des produits. Ainsi, la société taïwanaise TMSC contrôle 95% du marché de la fonte de puces ultra miniaturisées et 50% de la production mondiale de semi-conducteurs. Les sociétés néerlandaises ASML et japonaises Nikon monopolisent à elles deux celui des machines à lithographie. La Chine, contrôle essentiel du marché des terres rares, ces matériaux indispensables au développement des technologies du numérique
mais ne produit qu'à peine 20% de ses besoins en semi-conducteurs. Les États-Unis dominent le marché des processeurs et des cartes graphiques avec des sociétés qu'Intel, AMD ou Nvidia, qui en grande partie produisent de manière délocalisée en Chine. Aussi, l'Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs rappelle que les entreprises américaines ont perdu entre 1990 et 2021 les 2/3 de leur part de marché dans la production mondiale de semi-conducteurs, passant de 37 à 12%. Alors que dans le même temps, en Asie, l'Asie détenait en 2021 entre 75 et 80% du dit marché. Comment raccorder ces données chiffrées aux politiques de puissance des États, en particulier celles des États-Unis et de la Chine? Ces dernières, dans le contexte de son plan Made in China 2025, complété par sa politique dite de double circulation, poursuit l'objectif de devenir la première puissance technologique du monde, avec l'ambition de refaçonner l'ordre numérique international. La stratégie offensive de captation des technologies étrangères s'inscrit dans cette logique. Les conséquences de cette politique sont loin d'être neutres sur les plans aussi bien industriels, normatifs que sociétal. Les États-Unis, de leur côté, depuis la mandature de Donald Trump, développent une stratégie destinée à rééquilibrer en leur faveur les échanges économiques mondiaux, tout en réaffirmant leur suprématie technologique. Rédaction de listes noires, loi dite d'extraterritorialité, encadrement des exportations des technologies, contrôle des investissements à l'entrée comme à la sortie de leur territoire, soutien industriel aux entreprises du secteur, voire audit des entreprises étrangères cotées sur les bourses américaines. Tout cela participe de cette logique. Dès lors, face à ces perspectives où géopolitique des firmes, technologie et stratégie d'État s'entrechoquent, comment les entreprises tentent-elles de résoudre le dilemme entre, d'un côté, privilégier la loi du marché et potentiellement offrir à la Chine les moyens technologiques de réaliser ses ambitions, et de l'autre, se ranger du côté de la politique de sanctions américaine et potentiellement subir les contre-coups des ripostes chinoises. Alors que la société chinoise SMIC semble avoir réussi à fabriquer cet été une puce de 7 nanomètres, peut-on réellement évaluer le niveau des avancées technologiques chinoises et l'efficacité des sanctions américaines? Alors que l'économiste en chef du China Center for International Economic Exchange, institut de recherche rattaché à la Commission nationale pour le développement et la recherche de Pékin, propose que la Chine prenne le contrôle du TMSC pour répondre aux ambitions technologiques de Pékin, quelles conséquences le conflit technologique sino-américain peut-il avoir sur la situation sécuritaire dans les détroits de Formose? Plus globalement, quelles conséquences ce conflit technologique peut-il avoir sur la relation de l'Europe avec ses partenaires en Asie? Voire, l'hypothèse d'un découplage entre les économies chinoises et occidentales est-elle envisageable? Avec quelles conséquences sur l'architecture de la sécurité internationale? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 3 intervenants. Julien Losetti, docteur en sciences politiques de l'INALCO, enseignant-chercheur aux écoles militaires de Saint-Cyr pour Quidan, professeur associé et titulaire de la chaire Gouvernance et risques cyber à la Rennes Business School. Julien évoquera pour nous la stratégie chinoise. Ophélie Coelho, chercheuse indépendante, membre du comité scientifique de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, où elle pilote et coordonne les travaux sur la géopolitique du numérique. Ophélie évoquera pour nous la problématique américaine. Et Cyril Dalmont, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, en charge du programme numérique et souveraineté européenne. Cyril évoquera pour nous la question européenne. Madame, Messieurs, je vous laisse la parole. En premier lieu, Julien, quid de la question chinoise? Merci beaucoup, cher Laurent. Merci beaucoup à l'Institut Thomas More de m'avoir invité. C'est la première fois que j'ai le plaisir d'intervenir dans le cadre d'une conférence de l'Institut, donc j'en suis très heureux. Et la question que vous me posez, Laurent, en fait, est extrêmement délicate, non pas pour vous apporter une réponse qui va esquiver, évidemment, mais les quelques idées que je vais essayer de
brosser et de balayer en quelques instants, mais c'est vrai que j'ai peut-être le rôle, au fond, le rôle du bad guy ce soir, hein, puisque je suis supposé vous exposer la stratégie d'un acteur qui n'a pas caché une stratégie de rattrapage au long cours, une stratégie très décomplexée en fait de puissance nationale, que je vais tenter là aussi peut-être d'en expliquer les grandes lignes, même si certains aspects sont évidemment bien connus de vous toutes et vous tous. Je voulais juste commencer par une très rapide réflexion, histoire de procéder en mode un peu d'entonnoir, pour amener un petit peu le sujet chinois, avant d'élargir aussi la discussion après à la problématique des semi-conducteurs, parce que j'ai bien compris que l'enjeu était au fond celui-ci, non seulement dans le cadre de la rivalité sino-américaine, mais également pour nous, Européens, qui sommes en quelque sorte, qui faisons partie du théâtre, hein, finalement, de cette rivalité bilatérale. Juste les deux, trois points de réflexion que je souhaitais vous amener, vous proposer, c'est qu'en fait, quand on prend un prisme d'analyse plus large, on se rend bien compte que ces tensions sino-américaines, en fait, elles viennent illustrer en mode accéléré, ou peut-être très accéléré, toutes les logiques de fragmentation dans le champ numérique et technologique, hein, au sens large, qu'on observe depuis plus d'une décennie, et même davantage. Hein. C'est vrai qu'on peut resituer finalement la chose, le mouvement, depuis le début des années 2000. Hein. Et là, c'est vrai que tout à l'heure a été fait référence rapidement aux affaires de captation de brevets, de propriété intellectuelle, de technologies occidentales et notamment américaines par des acteurs chinois. C'est vrai qu'on a évidemment beaucoup parlé de l'affaire Huawei en 2018, 2019, 2020, et c'est vrai que les premières polémiques dataient de 2002-2003 aux États-Unis. Donc on est loin d'avoir affaire à un sujet nouveau. Ce qui est nouveau, c'est au fond la prise de conscience du niveau d'ambition d'un acteur, la Chine, l'effort de rattrapage auquel il se livre, et puis aussi les stratégies prédatrices que celui-ci, et d'autres aussi par ailleurs bien sûr, mais ont entamé pour essayer de contraindre le jeu d'autres acteurs. Et c'est vrai que là encore, nous, Européens, faisons parfois figure de parents pauvres dans cette géopolitique ou cette géoéconomie, hein, parce que effectivement, les logiques économiques, comme l'a rappelé Laurent, sont extrêmement puissantes dans ces rapports de force. Et donc, ce qui est aussi manifeste dans ce que je viens de décrire à très grands traits, hein, c'est que manifestement, on assiste un petit peu à la fin, alors, même si le terme est un peu définitif, mais du moins au soubresaut, hein, assez mouvementé de l'ère de la global tech, hein, qui était caractérisée par l'effacement des frontières, par la puissance absolument inédite d'acteurs technologiques qui s'affranchissent, qui savent s'affranchir de cadres nationaux, et tout ça au profit de logiques de bloc, d'un rejet vif également du multilatéralisme, ce qu'on a bien vu sous l'époque Trump, et aussi d'un protectionnisme exacerbé, hein, ce qui a aussi été clairement visible depuis 5-6 ans. Bon, ça, c'est juste pour poser le cadre de différents éléments que je souhaite exposer. On pourra bien sûr revenir en détail sur certains de ces conséquences, parce qu'en fait, au fond, il s'agit d'implications qui, là aussi, nous concernent directement en tant qu'acteurs européens. Alors, pour en revenir à la Chine, certains éléments sont évidemment bien identifiés. J'évoquais là aussi la place du facteur technologique qui est éminente, à mon sens, dans les ambitions internationales de Pékin, spécialement en matière de numérique et d'intelligence artificielle. Hein, là, il y a très clairement une démarche décomplexée de puissance, hein, via ce que j'expliquais en termes d'efforts de rattrapage technologique, et ce qui va de pair avec une volonté de briser ce que la Chine perçoit comme étant une hégémonie technologique occidentale. Donc ça, c'est un point important qu'on avait déjà à l'esprit depuis l'affichage, là aussi très décomplexé par la Chine, de certains grands plans. Hein. C'est vrai que là, le plan Made in China 2025 fait toujours figure de jalons dans certaines de ces ambitions qui ont été médiatisées à partir de cette date. Et ce qui était intéressant, entre guillemets, quand ce plan a été annoncé, a été rendu public, c'était qu'au fond, en fait, il annonçait vraiment la teneur des velléités chinoises. C'est-à-dire qu'il s'agissait vraiment de soutenir la montée en gamme de l'économie chinoise,
Donc, d'abord, un ancrage national en réduisant sa dépendance aux technologies étrangères, donc principalement américaines en l'occurrence, et en développant ensuite des secteurs stratégiques comme la robotique avancée ou, en l'occurrence, l'intelligence artificielle. Là, ce qui est vraiment manifeste comme logique du côté des décideurs chinois, c'est que le développement, hein, la sophistication croissante du marché intérieur chinois doivent soutenir ensuite l'exportation, hein, l'affichage de la puissance numérique et technologique chinoise. Et ça, c'est ce qu'on a évidemment observé par la suite, avec là aussi quelques soubresauts, parce que les logiques politiques rattrapent toujours ces ambitions globales, hein, mais chez les acteurs technologiques chinois eux-mêmes. Bon, Huawei étant un cas particulier, bien sûr, en raison de l'éclairage géopolitique dont il a été l'objet depuis quelques années. Je voulais juste mettre l'accent, avant d'évoquer les semi-conducteurs, finalement sur une priorité qui est quand même tout à fait manifeste du côté des autorités du parti, hein, en Chine, c'est celle des infrastructures physiques. Hein, ce qui a, toute la matérialité, le caractère physique finalement du cyberespace et des technologies a été relativement négligé dans ce qu'on peut appeler nos appareils des politiques étrangères du numérique, hein, en Occident, surtout aux États-Unis, jusqu'au milieu de la décennie 2010, avec pour priorité davantage le potentiel émancipateur de plateformes, de réseaux sociaux. Hein. Donc, du coup, l'ossature physique du cyberespace est largement passée au second plan. Et c'est vrai que, pour le coup, les ambitions chinoises sont venues prendre le contre-pied de ce relatif effacement occidental et surtout américain en la matière. Et là, c'est ici où apparaissent, pour le coup, assez visiblement les ambitions chinoises. Hein. Donc, c'est à la fois les centres de stockage de données, hein, les fameux data centers, les équipements, la 5G, hein, parce que ce qu'on a bien perçu plus tard, les câbles, donc à la fois sous-marins et puis terrestres de fibre optique. Et également toutes les infrastructures qui équipent les smart cities ou plutôt dans le cas de la Chine les safe cities, hein, parce que le volet sécuritaire est évidemment bien plus prégnant que dans le cas de projets de smart cities qui à l'origine mettent davantage d'accent sur l'enjeu du développement, hein. Bon. Et là, évidemment, développer sur toute la planète, hein, ces infrastructures, elles visent en collectant, en raffinant, en exploitant des données, un contrôle des peuples et du commerce. Donc là, l'enjeu tel qu'il est perçu en Chine est celui-ci. Et c'est vrai qu'il y a également une autre part de l'équation en Chine qu'on a peut-être tendance à occulter, c'est que ce qu'on a appelé ces dernières années le solutionnisme technologique n'est pas qu'un fait californien, hein. C'est aussi quelque chose qui peut aussi concerner la partie chinoise, et les technologies numériques sont aussi vues par la Chine comme étant un moyen de résoudre tous les problèmes, je dirais, de la société, hein, pour faire court, d'assurer son développement, etc. Donc là, on voit bien qu'avec le développement de toutes les technologies de reconnaissance faciale, on est dans cette lecture solutionniste, parce que ces yeux omniprésents sont aussi perçus comme étant des moyens d'éradiquer à la source, ou même avant leur apparition, hein, tous les problèmes potentiels. Donc, et ce qui est aussi frappant dans cette stratégie chinoise, et c'est ce qui est aussi exporté, hein, par le pays quand il cherche à livrer clé en main certains produits et services, hein, c'est que tout cela est écrit noir sur blanc. Hein. Y a rien de vraiment caché, au fond, hein, dans les textes et les doctrines du parti. Et il y a quelques temps, je m'étais fait aider d'une amie sinisante pour me traduire quelques passages de revues stratégiques chinoises. Et j'avais relevé un extrait d'un article d'une revue, d'un journal du comité central du PCC, hein, de la revue Qiushi, dont l'auteur en fait écrivait que après la terre, le capital, le travail, la donnée était vraiment la donnée numérique, était vraiment le facteur de production déterminant.
Et tout ça a été relié étroitement à ce que j'évoquais juste auparavant sur les infrastructures physiques, c'est-à-dire que tout cela était relié au centre logistique numérisé pour ensuite maîtriser les expéditions mondiales là en l'occurrence de terres rares et puis de métaux de type cobalt, etc. Tout cela sans avoir besoin de déployer des troupes pour aller s'emparer de mines. Donc il y a quelque chose qui est assumé assez clairement, qu'il s'agit comme dans le domaine énergétique traditionnel avec le pétrole et le gaz, de sécurité des approvisionnements. Et on voit bien que là, toute la chaîne, toute la chaîne de valeur, on va dire, des technologies est envisagée de A à Z. Il s'agit d'aller extraire ces terres rares, les faire venir en Chine et ensuite d'assurer le développement de la puissance chinoise pour ensuite aller exporter non seulement ses produits-services, mais aussi une vision une approche particulière de ces enjeux. Et c'est là où, ce qui était évoqué aussi rapidement en introduction par Laurent, la dimension de formatage, tout l'accent placé par la Chine en matière de normalisation, de standardisation est tout à fait notable. C'est vrai que là aussi, c'est un aspect qui a été peut-être largement sous-estimé par les Européens et surtout les Américains pendant des années, parce qu'eux-mêmes ont sous-investi certaines enceintes de normalisation et de standardisation. Donc ça on a pris conscience avec un peu de retard. Et là, ce qui est tout à fait évident aussi depuis quelques années, c'est que Pékin cherche à travailler sur cherche à dessiner les règles de l'environnement numérique du haut vers le bas, en essayant d'installer des normes techniques qui soient globales, et ensuite en exportant aussi une vision qui est celle du système centralisé chinois de gouvernance numérique. Bon, et ça, dans certains des plans quinquennaux qui sont adoptés, donc vous avez par exemple le plus récent, le 14e de mémoire, qui va de 2021 à 2025, et qui insiste clairement sur l'importance d'édicter ces normes, notamment celles qui ont ensuite des applications commerciales. Bon, et là, en matière de normalisation, sans être un expert à part entière de cet enjeu, mais vous avez déjà un pays, la Chine, qui a signé avec quasiment 60 pays dans le monde une centaine d'accords bilatéraux sur des normes numériques, et aussi à travers certaines d'entre elles, je pense notamment à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui dépend de l'ONU, et qui a une actualité en ce moment parce qu'en fait, il y a l'élection du nouveau président qui est en train de se jouer, et puis il y a des enjeux géopolitiques assez forts, parce que le représentant chinois, Hu Jintao, doit passer la main, et puis il y a un candidat russe qui essaie de lever la main, mais effectivement, étant donné le contexte, il y a quelques enjeux d'une sensibilité que chacun d'entre nous comprendra aisément. Donc, on est face à chacune de ces enceintes, face à des choses extrêmement concrètes, et des rapports d'influence, de lobbying qui évidemment s'y dénouent de façon très, très régulière. Et je rappelle juste que, par exemple, l'UIT, c'est pas la seule, mais l'UIT contribue à élaborer des normes et des standards en matière d'IoT, de cybersécurité, etc. Et c'est très présente dans tous les débats et les enjeux en matière de gouvernance mondiale de l'Internet. Donc là, il y a aussi un enjeu très fort en matière, je pense, politique, tout simplement, qui est de savoir aussi quel modèle on veut pour l'Internet à l'échelle globale. Donc là, forcément, le contexte actuel est extrêmement intéressant. Alors, comme je parle trop, je vois qu'il me reste assez peu de temps, mais je vais essayer de compresser un petit peu comme un semi-conducteur. Je vais essayer d'arriver à quelques nanomètres pour essayer de réduire mon propos. Le jeu de mots n'est pas terrible, vous m'en excusez, c'est le soir. Mais ici, pour rappeler que dans tous les enjeux que j'essayais de brosser rapidement, cette problématique des semi-conducteurs, elle est évidemment, elle n'est pas connexe, elle n'est pas anodine. Là également, on en a peut-être pris conscience un petit peu tardivement, et c'est vrai qu'en Europe, là aussi, on a délocalisé un outil de production il y a bien longtemps, au tournant des années 2000, avec un pari qui a été fait peut-être très, très innocemment sur le fabless, donc avec le délaissement de logique de stock, de présence physique vers quelque chose qui était beaucoup plus dématérialisé et qui était censé favoriser la circulation de l'innovation.
mais on l'a vu quand même assez clairement au détriment du maintien d'une expertise, de compétences sur notre territoire européen. Bon. Ici, côté chinois, comme côté américain, mais ça, je n'empiéterai pas sur le territoire d'Ophélie, hein, les semi-conducteurs, ils sont vraiment perçus comme étant un enjeu technologique, hein, tout à fait éminent, un enjeu de maîtrise technologique. On l'a rappelé tout à l'heure, hein, les circuits, les circuits intégrés, les processeurs, ils sont de plus en plus sophistiqués et miniaturisés, surtout ceux qui intègrent bien évidemment de l'intelligence artificielle, que c'est fort logiquement une manne économique, hein, parce qu'ils prolifèrent, et puis on a bien vu qu'ils constituent une industrie très globalisée, sinon la plus globalisée. Hein. Et là aussi, on en a peut-être pris conscience tardivement. Hein. Ce n'est pas que l'automobile qui a une chaîne de valeur globalisée, mais c'est aussi le semi-conducteur. Et on voit que les liens entre les deux sont tout à fait évidents aujourd'hui. Et puis, enfin, côté chinois, c'est aussi perçu de plus en plus comme un facteur stratégique parce que ce sont des technologies duales. Et là, c'est vrai que le contexte ukrainien est venu nous rappeler, peut-être cruellement, que ces semi-conducteurs, enfin, que la maintrise de ces semi-conducteurs n'était pas qu'un enjeu civil, donc commercial, mais aussi un enjeu militaire, donc finalement de maintien de compétences, voire de suprématie, de leadership en termes militaires. Et c'est vrai que ce qu'on voit avec la Russie, par exemple, hein, petite parenthèse, illustre bien que les sanctions occidentales, enfin, je précise, pardon, américaines, européennes, taïwanaises, japonaises, ont un impact. Hein, que c'est un impact que parfois certains critiquent, pas parce qu'il n'est pas assez rapide et pas assez visible, mais les sanctions fonctionnent. Hein. Et ça, en matière de semi-conducteurs, on verra de façon absolument certaine et puissante les effets sur l'économie russe et sur le complexe militaire-industriel russe, parce que, pour le coup, l'effet sera d'asphyxier totalement les capacités de renouvellement d'une expertise nationale, en l'occurrence russe en la matière, qui s'est complètement tarie, voire à immigrer. Bon. Le cas de la Chine est différent, évidemment, parce qu'il y a cet effort de rattrapage au long cours que j'ai évoqué. Là aussi, il y a différentes stratégies nationales qui ont été élaborées à intervalles réguliers. Certaines d'entre elles n'ont pas fonctionné. Je ne peux pas rentrer dans toute la granularité, mais c'est vrai que certains de ces plans n'ont pas eu les résultats qui étaient espérés par le parti. Mais il a aussi, pardon, précision, hein, certains des plans ne remontent pas aux années 2010, ni au plan Made in China 2025, mais remontent aux années 80. Hein. C'est vrai que j'aime bien rappeler le fameux plan 531 hein, de 1986. Donc, il y a 35 ans, 36 ans, où en fait, il s'agissait déjà de proposer une stratégie sur le long cours pour essayer de rattraper non seulement les États-Unis à l'époque, mais aussi le Japon, hein, qui jouissait d'acteurs extrêmement performants. Hein. Vous savez rappeler Nikon, mais il y a aussi Fujitsu, etc., qui avaient évidemment des niches d'excellence tout à fait enviable. Ce qui est tout à fait palpable dans le cas de la Chine, et puis je vais peut-être m'arrêter là, c'est que jusqu'à présent, en matière de semi-conducteurs, les fabricants chinois, ils manquent d'une base industrielle, hein, d'une base industrielle, et puis aussi d'un savoir-faire qui soit suffisamment solide dans le secteur, notamment dans toute la partie de miniaturisation et de possession d'un savoir-faire, en particulier en termes de lithographie, hein, donc ce qui est d'ailleurs comment dirais-je, l'excellence qui est louée au sujet d'ASML, hein, l'acteur néerlandais. Par hasard, d'ailleurs, si les Néerlandais ont attribué plus publiquement certaines opérations de cyberespionnage à des Chinois. Hein. Évidemment, il y a l'enjeu de la maîtrise d'une technologie qui est tout à fait unique. Et tout ça, en fait, côté chinois, ça a conduit à faire de l'enjeu des puces, finalement, le premier poste de dépense, le premier poste d'importation du pays devant les hydrocarbures. Donc ça, on peut estimer que c'est tout à fait symbolique, anecdotique, mais en termes politiques et stratégiques, ça reste, à mon avis, assez puissant. Hein, et ça montre bien l'omniprésence de ces composants. Et là, le facteur géopolitique qu'on a rapidement évoqué chacun d'entre nous, hein, c'est qu'il y a quand même un effet de contrainte, hein, de coercition sur les capacités de la Chine à rattraper son retard en matière de semi-conducteurs sur le court terme. Et pour l'instant, le pays mise davantage sur des percées en matière d'IA pour combler son retard avant de se saisir de la dynamique industrielle pour essayer de créer tout un écosystème qui servira ensuite à faire émerger des acteurs réellement performants qui maîtrisent tout le spectre de la production
avant de penser à l'exportation. Donc, on est encore loin du compte et c'est vrai qu'il faut parfois nuancer quand même cette Chine qui avance toujours en matière de numérique et ici plutôt en l'occurrence de semi-conducteurs, parce que parfois on peut se lancer dans des propos qui dépassent, c'est vrai, l'état de l'art, hein, finalement, du savoir-faire chinois. Donc, je vais peut-être m'arrêter ici parce que je pense que j'ai un peu dépassé le temps imparti, en me réjouissant par avance des débats qu'on pourra avoir sur toutes ces thématiques. Merci. Merci Julien pour cette passionnante intervention. Ophélie, jouez sa parole pour nous évoquer la question américaine. Merci Julien, merci à tous et merci à l'Institut Thomas More pour l'invitation. Alors oui, c'est vraiment passionnant. Ce sujet est vraiment passionnant et merci à Julien pour son intervention sur la Chine qui nous met vraiment tout de suite dans le cœur du sujet. Notamment, donc voilà, l'esprit de la Global Tech qui était évoqué par Julien juste à l'instant montre quand même cette idée que l'interdépendance des acteurs suffirait à maintenir un statu quo. C'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on peut penser par défaut quand des acteurs ont chacun une force et sur le marché et que derrière, du coup, cette interdépendance permettrait de mettre tout le monde à égalité. Évidemment, c'est très naïf de penser ça, ce n'est pas le cas. Ça ne l'est que rarement, ça ne l'a été que rarement. Et c'est un discours qui a finalement facilité la globalisation des échanges et de l'industrie, mais qui aujourd'hui, évidemment, rencontre ses limites. Et au contraire, on remarque de plus en plus dans une géopolitisation de la technologie que ces technologies et l'accès aux technologies sont utilisés comme levier de puissance, évidemment, comme moyen de domination, comme outil de négociation, parfois comme moyen de pression dans un contexte de guerre, ce qu'on a pu observer il n'y a pas si longtemps dans le contexte de la guerre en Ukraine sur la Russie. Et donc aujourd'hui, évidemment, les États-Unis ont, depuis toujours, depuis en tout cas la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette envie réelle de domination technologique à la fois sur l'Europe et aujourd'hui vis-à-vis de la Chine. Et il y a un mois, on voyait sur les semi-conducteurs signer donc le Chips and Science Act, qui est donc un texte et un financement assez considérable, qui va jusqu'à 280 milliards de dollars, avec une vraie politique protectionniste, comprenant donc 50 milliards de dollars pour les industriels, qui ne sont pas seulement les industriels nationaux américains, mais qui peuvent aussi bénéficier à d'autres entreprises, comme par exemple les entreprises coréennes, comme Samsung, qui va pouvoir en bénéficier et qui va profiter évidemment aux leaders américains Intel, en grande partie Intel, AMD et Qualcomm, par exemple. Donc, ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'en effet, on peut dire qu'il arrive quelques années plus tard que du coup le texte chinois, que le Made in China et surtout que la stratégie ciblée de financement de la Chine, notamment sur les semi-conducteurs et sur la création de machines lithographiques qui permettent du coup de créer ces semi-conducteurs. Ça arrive un petit peu tard. Alors, on peut se dire que c'était pourtant un sujet qui était déjà là depuis un certain temps, la dépendance des États-Unis étant quand même très forte sur ce sujet des semi-conducteurs. Mais en tout cas, les États-Unis maintenant essayent de se rattraper. Ils le font donc par un financement, comme d'habitude, très conséquent, par certaines conditions également, comme par exemple l'interdiction de délocaliser la production, qui est un amendement qui a été signé au dernier moment, vraiment au dernier moment, et d'ailleurs qui n'a probablement pas pris en compte les effets de bord. C'est-à-dire que d'un côté, on interdit les industriels qui vont bénéficier de l'aide de délocaliser leur production. En revanche, ces industriels pourront continuer à sous-traiter la production. Donc ça va être quand même assez compliqué et ça fait l'objet de controverses du coup dans le cadre de la signature de ce texte. Mais cela dit, ça donne quand même des limites. C'est-à-dire que par exemple, Samsung, s'ils bénéficient de l'aide, ne pourront plus agrandir leurs usines chinoises déjà présentes sur le territoire chinois. Donc, ils n'ont pas à les fermer. En revanche, ils n'auront plus le droit de les agrandir. Donc, il y a quand même une certaine limite qui est faite. Dans ce plan également, on voit quelque chose d'assez commun avec le plan chinois, qui est une grande attention portée à la recherche, avec 100 milliards de dollars pour la recherche, qui est clairement beaucoup plus que les investissements fournis pour côté européen. Donc Cyril pourra nous confirmer tout cela.
Mais donc, évidemment, on a un budget beaucoup plus important de manière générale que ce qu'on a en Europe, avec des limites néanmoins aussi dans cette mise en place, puisque il y a notamment des critiques qui ont été faites par le sénateur Rick Scott, qui a fait du bruit là-dessus, notamment concernant des grands bénéficiaires comme Intel, qui devrait remporter à peu près 4 milliards de dollars, voire plus des déductions d'impôts, puisqu'il y a un système de déduction d'impôts dans ce plan-là, sur le fait que ces entreprises-là, ces industriels-là ne vont pas être soumis à des quotas de production sur certains types de puces. Là-dessus, on est assez différent quand même de la stratégie chinoise qui est beaucoup plus précise sur le type de puce et le type de technologies qui sont ciblées, tandis que côté américain, côté européen aussi, on ne cible pas forcément certaines technologies clés. On va donner des investissements et faire confiance en fait à l'entreprise derrière en lui mettant quelques garde-fous, voilà, quelques conditions, mais néanmoins, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de quotas sur les types de puces dont va avoir besoin l'industrie. Il n'y a pas non plus de contraintes à poursuivre les partenariats avec des acteurs chinois, sachant qu'Intel a beaucoup de partenariats avec des acteurs en Chine. Si demain il y avait un conflit avec Taïwan, Intel continuerait à poursuivre ses partenariats avec les acteurs chinois. Donc il y a quand même des choses, des petites lacunes qui font l'objet de pas mal de critiques aujourd'hui, évidemment. Néanmoins, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi de la part des États-Unis, qui est cette habitude en fait qu'ils ont d'ailleurs de créer des alliances, donc d'avoir des alliés sur le terrain, et elle se caractérise notamment aujourd'hui par le Chip 4, donc qui vient en complément du Chips and Science Act dans cette proposition de partenariat avec la Corée, le Japon et Taïwan évidemment, et qui en fait permettrait en quelque sorte d'avoir 4 pays dominants dans le secteur de ces hautes technologies. Évidemment, c'est très très mal vu du côté chinois, mais on voit voilà, la stratégie américaine se dessiner de plus en plus, avec probablement certaines lacunes, certains dangers aussi pour les États-Unis du fait que, certes, ils appliquent depuis un certain nombre d'années des embargos sur la partie lithographique, donc en soumettant en quelque sorte ASML et Nikon à des embargos vis-à-vis de la Chine. Évidemment, la situation n'est pas de priver la Chine bien longtemps de ces technologies-là, puisqu'on voit que la Chine, sa réaction, c'est de répondre par la fabrication, par la conception de ses propres technologies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les États-Unis, finalement, dans l'histoire, c'était déjà le cas lorsque la Chine, dans les années 70-80, a installé son réseau Internet, il n'avait pas accès aux routeurs américains à l'époque, parce que les États-Unis avaient appliqué des règles d'embargo. Et bien ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'ils les ont produits chez eux. Et en fait, c'est ce qu'ils font à chaque fois, finalement, qu'on leur interdit, qu'on leur bloque l'accès, ce qui montre bien que cette fameuse interdépendance idéale d'un monde globalisé, etc., n'est absolument pas vraie. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec ces deux blocs et une Europe et d'autres pays un petit peu au milieu de ces grands géants, au milieu. Bon, d'une certaine manière, pas tout à fait, ils prennent part, puisqu'on voit bien que, par exemple, Intel bénéficie du Chip Act européen. Ils vont quand même avoir un fort financement, un bon financement des pays européens pour la construction d'usines, de nouvelles usines de fabrication de fonderies donc en Europe. Et c'est le cas, du coup, de pas mal d'industriels. Global Foundries également, dans son partenariat avec SM Technologies, le Grenoblois, hein, d'accord. Donc on voit en fait pas mal de partenariats entre des acteurs plutôt américains pour le moment, hein, justement. L'Europe reste plutôt un allié historique des États-Unis sur le Chip Act, c'est-à-dire que le Chip Act européen ne va pas uniquement et peut-être pas majoritairement bénéficier aux entreprises européennes, mais bien plutôt aux industries américaines sur le territoire européen. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant aussi à observer. Comment se composent aujourd'hui les fameux blocs, justement, ces fameux blocs avec notamment quelque chose qui bouge du coup aussi avec ce Chip 4 des États-Unis,
son alliance avec la Corée, le Japon et Taïwan, qui du coup nous laisse entrevoir quand même un avenir dans le secteur assez houleux. Voilà. Je m'arrête pour le moment, je laisse la parole à Cyril sur la partie européenne. Merci Ophélie pour cette vraiment très intéressante présentation. Cyril, quid de l'Europe dans ce contexte? Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être là. Merci plus particulièrement à Ophélie, que je n'ai pas eu l'occasion de remercier avant. Et puis c'est parti, j'espère ne pas vous endormir. J'ai préparé quelque chose d'un peu technique, malheureusement, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, on va y aller avec le sourire. Donc pour moi, pour bien saisir en fait la question qui nous préoccupe de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, et surtout ses implications pour l'Union européenne, malheureusement une rivalité qui a plus tendance à se traduire par une démonstration de muscles et une course à l'intimidation et aux armements en même temps, il est pour moi nécessaire d'appréhender un certain nombre de données, et notamment des données sur le marché mondial des microprocesseurs et la place qu'occupe, notamment, particulièrement, la place centrale qu'occupe l'île de Taïwan. De ça, en fait, découle un partage mondial des chaînes de valeur d'un secteur économique qui est stratégique et qui illustre malheureusement à merveille le dénuement quasi total de l'écosystème numérique européen. En fait, la numérisation en cours des économies mondiales favorise une hyperconcentration des entreprises. Et cette hyperconcentration, elle est quasi inédite depuis les fameuses compagnies des Indes. Il est malheureusement inévitable de constater que l'Europe ne dispose d'aucun géant numérique d'envergure mondiale, à l'exception, et ça a été dit, du hollandais ASML, qui est leader mondial, mais dans un secteur de niche, qui est la fabrication de machines de photolithographie. Et la place que prennent les microprocesseurs, les semi-conducteurs dans l'économie mondiale, en fait, qui est liée à une miniaturisation de plus en plus importante, avec des process qui sont de plus en plus du coup compliqués et coûteux. Les process sont coûteux, et paradoxalement, les prix des microprocesseurs baissent par rapport au volume, puisqu'aujourd'hui, en fait, on trouve des microprocesseurs dans quasiment tous les objets de la vie courante, que ce soit une machine à café, un frigidaire, un téléviseur, un téléphone portable, bien sûr un ordinateur, une tablette. Enfin, la liste est innombrable. Et pour bien comprendre en fait le système de chaîne de valeur des microprocesseurs, je pense qu'il est nécessaire aussi, et ça a des implications au niveau de la vision de la Commission européenne, de ses plans de relance successifs, et notamment de son plan sur le Chip Act. Il faut regarder en fait comment se fabrique réellement et quel est le cycle de fabrication d'un microprocesseur, pour comprendre le décalage total en fait entre la réalité et ce que la Commission européenne voudrait décréter en fait d'une opération un peu magique de relance de la filière des microprocesseurs européens. Donc je vais simplifier quand même. Je vais me permettre de lire parce que c'est un petit peu compliqué. Je vais demander d'être attentif, je suis désolé. Donc la conception, en fait, ça commence par des architectes de puces. Donc leur travail, ça consiste à dessiner en fait des plans des processeurs, microprocesseurs. Et ces plans ensuite sont confiés à des ingénieurs spécialistes de masques. Donc ce sont des plaquettes de quartz sur lesquelles on reproduit, grâce à des machines à faisceaux d'électrons, les plans de circuits qui ont été dessinés par les architectes. Donc, ces masques sont des gabarits un peu semblables à des pochoirs et ils vont servir à graver sur des disques de silicium les différentes couches formant la puce du processeur. Ensuite, il est nécessaire d'effectuer des opérations de gravure par photolithographie.
donc qui est un rayonnement lumineux qui est envoyé à travers le masque, donc les pochoirs, puis ensuite à travers des lentilles rétrécissantes qui vont imprimer la surface d'un disque de silicium. Donc après, cette opération est répétée plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois pour arriver au nombre de couches nécessaires. Ensuite, il y a d'autres étapes qui vont être la découpe, l'assemblage, l'isolation des différents composants. Donc voilà, c'est des opérations qui sont extrêmement complexes et extrêmement nombreuses. Donc c'est le marché du design de processeurs. Donc l'architecture des processeurs est quasiment exclusivement dominée par les États-Unis, puisque en fait, dans le top 10 mondial des designers, il y a 6 entreprises américaines et 4 entreprises taïwanaises. Ensuite, on a le marché des fondeurs, la foundry, donc la réalisation, on va dire, la partie plutôt plus industrielle, plus opérative, qui là a une répartition des acteurs qui est totalement différente et qui est liée effectivement à la mondialisation, l'idée de l'industrie sale en Occident, de l'industrie polluante, etc. Et c'est vrai que les acteurs, du coup, ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que le marché est dominé par Taïwan, avec les 5 premières entreprises qui sont taïwanaises, et notamment TSMC, qui à lui seul représente entre 55 et 60% de ce marché. Et juste les 5 premières entreprises en fait, de la foundry, c'est 90% du marché mondial. Ensuite, on a le marché des vendeurs de puces, qui, lui, est dominé, encore une fois, par les États-Unis, donc avec 7 entreprises dans le top 10 mondial, 2 entreprises coréennes et une entreprise taïwanaise. Donc là, un marché qui est dominé à 54,6% par les 10 premières entreprises mondiales. Et enfin, on a les vendeurs de puces. Et là, on retrouve un équilibre totalement différent de ce qu'on a pu voir sur le design, donc l'architecture, et sur la foundry des processeurs, puisqu'en fait, on retrouve les 2 premières puissances qui sont plus ou moins à égalité, donc avec les États-Unis qui dominent encore sur la vente, mais par contre, sur l'achat, là c'est différent, on a 4 entreprises américaines et 4 entreprises chinoises dans le top 10 mondial, une entreprise coréenne et une entreprise taïwanaise. Donc, avec des marchés qui sont dominés à 50-60% minimum par les 10 leaders mondiaux. Donc, toutes ces données, c'est vrai que c'est un peu fastidieux à comprendre, mais ça explique en fait les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, puisque la Chine affiche des objectifs en fait extrêmement ambitieux de développement et d'aspiration à devenir la première puissance technologique mondiale, mais elle ne maîtrise pas en fait à ce jour les technologies pour y parvenir. Et il faut comprendre que l'aspect technologique, l'aspect puissance de ces puces, en fait, ça a des effets très concrets. C'est-à-dire que si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau boursier de la bourse mondiale, une nanoseconde de différence, parfois c'est des milliards de dollars qui disparaissent ou qui se créent. En plus, ces puces, bon, c'est le fonctionnement des communications, des satellites, des missiles, des transports ou des supercalculateurs et bien sûr de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui nécessite énormément de puissance et qui donc, plus elle sera nourrie par des puces efficientes, rapides, réduites, du coup, permettra de développer de nouvelles technologies et qui créeront en fait de nouvelles chaînes de valeur, puisque de ces nouvelles technologies créées par IA, en fait, on obtiendra des sources de pauvreté ou de richesse des économies de demain. Donc la Chine, Laurent nous l'avait rappelé, elle a fait des progrès puisqu'elle arrive aujourd'hui à faire de la gravure en 7 nanomètres, alors que jusqu'ici, elle était limitée à 10 nanomètres.
mais il est bien évident qu'elle ne maîtrise pas encore la technologie de gravure en 2 nanomètres comme TSMC. Et du coup, elle est un peu tentée, au-delà des aspects civilisationnels et historiques, d'utiliser une méthode un peu plus radicale que la recherche et développement pour combler son retard. Et la méthode plus radicale, c'est une expansion territoriale pour s'emparer de technologies en fait, qui sont développées notamment à Taïwan par TSMC. D'où la position du CEO de TSMC qui avait averti que de toute façon, en cas d'invasion, toute technologie serait inefficiente et les chaînes de production arrêtées. Une autre stratégie qui a été développée par TSMC, fortement encouragée par les États-Unis, en fait, c'est d'installer et de délocaliser sa propre production, notamment aux États-Unis, avec la création de 6 prochaines usines en 5 nanomètres aux États-Unis, en plus de sa giga-usine qui est prévue donc, sur la production de puces à 2 nanomètres. Il y a également un projet d'étude de TSMC qui est au Japon. Donc, on voit qu'il y a une espèce de réorganisation de la production de TSMC qui elle-même était liée quand même à une certaine délocalisation des États-Unis. Alors, vous allez me dire, mais quel impact tout ça au niveau de l'Union européenne? Eh ben, l'impact, il est flagrant parce que, pour reprendre l'expression de notre président concernant l'OTAN, qui n'était pas très prophétique l'année dernière, on pourrait considérer que l'écosystème numérique européen il est un peu en état de mort cérébrale. Dans un contexte où les tensions géopolitiques, géoéconomiques et les guerres économiques se font de plus en plus pressantes, en fait, la vision européenne de l'Union européenne, c'est d'élaborer des normes, des actes, avec un vocable anglo-saxon qui doit leur paraître plus grandiloquent. Donc, on a le Digital Service Act, le Data Governance Act, le Digital Market Act, le futur Cyber Resilience Act. Mais en fait, tous ces actes sont des actes finalement d'impuissance, puisque de l'aveu même d'Ursula von der Leyen, en fait, dans son discours de l'Union, elle explique, elle mélange les notions de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, d'indépendance industrielle. Bon, à partir du moment où vous parlez d'autonomie stratégique et d'indépendance industrielle, vous décrivez à peu près la réalité de l'écosystème numérique européen, c'est-à-dire un état de colonisation numérique, de dépendance numérique aux géants numériques américains et chinois, et surtout l'effondrement industriel de la production et de l'économie européenne du numérique. Il est évident, si on regarde les chiffres internationaux, en fait, que cet effondrement, il est réel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le dissimuler aujourd'hui. Tous les classements internationaux, dans tous les classements internationaux, en fait, les entreprises européennes, dans les top 10 mondiaux, que ce soit sur le hardware, donc l'aspect matériel, que ce soit sur les systèmes d'exploitation, que ce soit sur les data centers, sur les clouds, que ce soit sur les softwares, donc les logiciels, les entreprises européennes elles sont inexistantes, donc à l'exception près de ASML, mais qui est vraiment un marché de niche et qui en plus n'est pas un marché qui, comme Ophélie l'a très justement dit, n'est pas impossible en fait à imiter et surtout à développer notamment par un acteur en Chine. Donc, notre écosystème, en fait, pourquoi il est dans cet état, hein, la question, elle se pose. Et en fait, on se rend compte que c'est l'idéologie même de la vision du droit européen de la concurrence qui s'oppose en fait aux aides d'État, qui s'oppose aux monopoles, qui s'oppose aux ententes entre entreprises, qui est contraire à ce qu'est le fonctionnement numérique mondial actuel. C'est-à-dire que la
la règle, l'expression dans le domaine du numérique, c'est the winner take all, donc le gagnant prend tout. Et c'est vrai que les marchés numériques mondiaux, en fait, les 10 premiers, généralement, s'attribuent entre 60% des parts, 60 et 80% des parts. Même des marchés, par exemple, sur le marché des moteurs de recherche, Google, c'est 92% des recherches mondiales. Donc là, on est sur une hyper concentration et je dirais les entreprises qui ne font pas partie de ces 10 premières, elles sont quasi inexistantes. C'est epsilonesque sur les marchés mondiaux. Et donc, le droit européen de la concurrence exclut, en fait, par ses règles, les entreprises européennes de ces marchés. Et en fait, on a une sorte de dissonance totale de la vision de la Commission européenne avec la réalité de ce qu'est l'économie mondiale actuelle. Donc, puisque la vision de la Commission européenne, c'est de chercher une utopie de concurrence pure et parfaite, mais comme nous l'avons vu, elle est pure et parfaite pour les acteurs européens sur le marché européen, mais elle ne s'applique pas aux autres entreprises mondiales. Et à tel point que TSMC, en fait, en juin, a déclaré qu'elle ne souhaitait plus ouvrir d'usine en Europe, alors que la Commission européenne avait dévoilé son fameux plan, donc à 43 milliards d'euros, pour développer la fabrication de semi-conducteurs et estimer que Taïwan serait un partenaire privilégié avec qui travailler. Mais le CEO de TSMC, lui, il a expliqué pourquoi, et notamment le fait que cette installation était liée en fait aux subventions des États possibles et aux salariés et aux compétences qu'ils pourraient trouver sur place. Puisqu'il faut savoir quand même que l'installation d'une usine sur du 5 nanomètres, c'est 12 milliards de dollars, une seule usine. Quand on va sur la méga-usine de TSMC, donc en 2 nanomètres, on est sur 20 milliards de dollars par usine. Donc, le plan que l'Union européenne veut mettre en place, 43 ou 44 milliards d'euros d'ici 2030, ça représente environ 2,41% du budget de l'Union européenne sur son plan 2021-2027. C'est-à-dire quasiment rien. Sans compter les règles du droit européen, on se rend compte en fait qu'avec des montants prévus de ce niveau-là, on va aboutir à peu près à ce qu'on a connu avec le plan Gaia-X, le projet Gaia-X sur les clouds souverains, c'est-à-dire on va arriver à rien, puisque de toute façon, quand le CHIPS Act européen va se mettre en place, en fait, les processeurs européens vont en fait arriver à maturité d'ici 2025. Mais il n'y a pas de prise en compte de tout l'écosystème qui va derrière, que j'ai décrit tout à l'heure, et qui représente des sommes d'investissement astronomiques et qui, en plus, comme au sein de l'Union européenne, les marchés réservés, les aides d'État, ne sont pas autorisés, sauf exception souhaitée par la Commission européenne ou acceptée par la Commission européenne, ce qui est le cas au niveau du CHIPS Act. Alors, c'est un véritable aveu pour moi de la Commission européenne, selon lequel le droit européen de la concurrence en fait empêche l'émergence de géants numériques européens. La Commission accepte, en fait, à partir du moment où ces subventions seront fléchées pour des technologies de très haute performance, de très haut niveau de technologie, acceptera un certain nombre d'aides d'État parce qu'elle considère que effectivement les sommes à engager sont colossales et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative au niveau du marché numérique pour arriver à aboutir à quelque chose.
si on compare maintenant les échelles, et j'en finirai par là, les échelles de niveau d'investissement, Intel, donc le plan jusqu'en 2030 de l'Union européenne, c'est 43-44 milliards de dollars. Intel, il souhaite investir 80 milliards d'euros sur 10 ans juste pour fabriquer des semi-conducteurs en Europe. Donc, voilà, avec l'injection de 33 milliards d'euros pour bâtir une giga-usine en Allemagne et un site de production en Irlande. Mais ce qui permettra à Intel, en fait, d'asseoir sa domination sur le marché des microprocesseurs en Europe. En même temps, Intel va investir 100 milliards de dollars dans 8 usines dans l'Ohio, avec un projet de construction du plus grand complexe de fabrication de puces au monde. Donc, Ophélie en a parlé. Le Chips for America, c'est 50 milliards de dollars d'aide directe aux entreprises, avec 4 conditions qui, elles aussi, sont intéressantes parce qu'elles sont totalement antinomiques avec la philosophie du droit européen de la concurrence. C'est-à-dire que ces 50 milliards de dollars seront distribués à des entreprises qui vont s'établir et développer en fait une production de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis. Construire un approvisionnement stable aux États-Unis, s'assurer que la technologie des semi-conducteurs de nouvelle génération soit développée et produite aux États-Unis et qu'elle crée un certain nombre d'emplois. Si on prend le cas de TSMC, cette entreprise va investir 100 milliards de dollars sur 3 ans pour accroître ses capacités de production. Et enfin, si on regarde le plan prévu par la Corée du Sud, qui prévoit et mélange des allègements d'impôts, des allègements de taxes, des investissements d'État dans les infrastructures, des faibles taux d'intérêt et une régulation allégée pour les entreprises. C'est un plan qui va mélanger l'État coréen et 153 entreprises et qui prévoit la modique somme de 373 milliards d'euros sur 10 ans. Donc, un pays de 50 millions, 60 millions d'habitants, en fait, sur une année, prévoit un investissement quasiment équivalent à ce que prévoit l'Union européenne, presque 500 millions d'habitants, sur 8 ans. Et j'en finirai par là. Je vous remercie beaucoup. Merci Cyril. Est-ce que les invités ont une question ou plusieurs questions à poser à nos intervenants? Non? Personne? Si, excusez-moi, est-ce que vous voulez bien récapituler le processus de fabrication des microprocesseurs? Je veux bien récapituler, c'est étrange, c'est une question, c'est la partie la plus compliquée. Je reviens, puisque je l'ai noté. Une seconde. Donc, vous avez la conception, donc l'architecture, en fait. Là, c'est les entreprises comme Intel, Nvidia, comme AMD, qui vont faire l'architecture de la nouvelle puce, donc dessiner en fait cette puce. Ensuite, vous allez avoir la création des masques en fait qui va permettre de reproduire les plans qui ont été conçus sur des plaquettes de quartz. Ensuite, vous avez donc le passage donc, de ces masques en fait, qui vont être utilisés comme gabarit pour graver les disques de silicium et former les différentes couches de microprocesseurs. Ensuite, vous avez des opérations, donc, après la photolithographie, donc le rayonnement lumineux,
Donc là, quand on parlait d'ASML, c'est exactement ce qu'ils font. Donc, ils fabriquent des machines de photolithographie qui pèsent des centaines de tonnes. Et en fait, là, on va réduire notre image initiale pour la graver. Donc, c'est les fameux 2 nanomètres, 5 nanomètres, 7 nanomètres, etc. Donc, de la manière la plus petite possible en fonction des capacités physiques des matériaux, puisqu'à un certain niveau, le problème, c'est que les courants électriques se mélangent. Et ensuite, donc ça va être répété un certain nombre de fois. Et ensuite, vous avez la découpe des différents éléments, l'isolation des différents éléments entre eux et l'assemblage. Voilà. Et bien sûr, au milieu, c'est pour ça que j'ai dit que je ne donnais pas tous les éléments, vous avez la fonderie donc, des pièces. Très bien, merci Cyril. Merci beaucoup. Oui. Non, c'était simplement pour vous remercier. D'accord, merci. Donc, vous avez, chacun d'entre vous, tous les trois, ont évoqué donc la question chinoise, la question européenne, la question américaine, la question taïwanaise, la question coréenne également. Mais dans le cadre de cette alliance en cours de construction répartite entre les États-Unis, la Corée du Sud, Taïwan et le Japon, peut être évoquée justement sur ce dernier pays. Quelle est sa position vis-à-vis de la Chine et dans le cadre de ses relations avec les États-Unis, voire également avec Taïwan sur le plan technologique, et notamment les technologies numériques? Voilà, je prends la parole. Donc, sur ce sujet-là, là, on parle plutôt de la Corée et du Japon. Votre question concerne plutôt la Corée et le Japon, si j'ai bien Plutôt le compris. Japon, qui a le peu Japon. été évoqué finalement. Ok. Alors, moi, je connais quand même un petit peu plus ce qui se passe côté Corée du Sud, où il y a vraiment un gros investissement sur la partie semi-conducteur. Le Japon, en effet, c'est plus avec l'entreprise Nikon, dont on a parlé en toute introduction, qui est un peu comme ASML, en fait, hein, qui est sur les machines lithographiques, et qui a donc une technologie stratégique très intéressante. Après, évidemment, en termes de positionnement géopolitique, le Japon, si vous voulez, est quand même plus proche des États-Unis pour des raisons historiques, de toute façon, et aujourd'hui, et en conflit de manière générale avec la Chine. Donc, si vous voulez, le rapprochement avec les États-Unis, il ne tient pas seulement sur une alliance économique, mais il tient aussi d'un rapprochement qui est celui de l'histoire, de l'après-guerre, du fait qu'il y a des bases militaires américaines au Japon, qui fait que le Japon a aussi un positionnement un peu ambivalent aussi avec les États-Unis. Et de son histoire avec la Chine, qui fait que le Japon, de manière générale, est assez frileux aussi avec ses partenaires chinois. Donc après, sur la partie semi-conducteur, honnêtement, j'avoue que je ne me suis pas tenue au courant des dernières évolutions, s'il y en a, sur les partenariats entre le Japon et la Chine. Je laisserai donc plutôt mes camarades prendre la parole sur le sujet s'ils savent. Je me permets de prendre la parole, du coup, en complément de ce qu'a pu apporter Ophélie. Non, rapidement, sur la partie japonaise, c'est intéressant parce qu'en fait, hier aujourd'hui, vous aviez la vice-présidente américaine, Kamala Harris, qui était en déplacement au Japon à l'occasion des funérailles de Shinzo Abe, son premier ministre, et en marge de sa déclaration publique, elle a fait référence directement à la problématique des semi-conducteurs en disant que la place du Japon était tout à fait centrale dans la stratégie américaine de diversification des approvisionnements en semi-conducteurs des États-Unis. Ça fait suite, si vous voulez, en fait, à différents déplacements à très haut niveau côté américain, où on se rappelle évidemment tous que le déplacement de Nancy Pelosi à Taïwan avait bénéficié d'un éclairage médiatique qu'on avait tous remarqué, mais un des éléments fondamentaux de ce déplacement de Nancy Pelosi était lié là aussi à cette diplomatie des puces côté américain. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au Japon, on a un autre pendant de cette politique américaine. Alors effectivement, au Japon, vous n'avez pas,
vous avez moins comment dirais-je, de profil haut, c'est une espèce de mauvaise traduction en anglais, hein, sur justement sur cette industrie, moins de sophistication qu'il n'en a été auparavant, notamment jusque dans les années 80, où il y avait déjà, côté américain, de très fortes craintes qui s'étaient exprimées sur un leadership technologique japonais, hein, et puis pour faire le lien avec la problématique des sanctions. Alors, en 85, il y a eu des sanctions, tout un volet de sanctions américaines contre l'industrie japonaise des semi-conducteurs. Alors, c'est vrai qu'on a mentionné Nikon, mais il y a Fujitsu, il y a Toshiba, il y a d'autres comme ça, conglomérats industriels tout à fait importants qui, à l'époque, avaient des compétences tout à fait jalousées par ailleurs. Donc, le Japon a eu du mal à se remettre de ces sanctions qui, pour le coup, ont fortement contraint l'exportation et la diversification aussi technologique du pays. Et aujourd'hui, on a plutôt un pays qui maîtrise différents segments, alors que je n'ai pas précisément là maintenant en tête et je m'en excuse, mais il y a une habileté aussi japonaise à se saisir, hein, des contraintes géopolitiques en Asie du Nord-Est, pour le coup, et à essayer de nouer, enfin, pour le coup, de diversifier très clairement ces partenariats. Évidemment, c'est le cas avec la Corée du Sud, avec Taïwan, avec Singapour aussi sur d'autres problématiques. Donc, on voit bien que jusqu'à présent, il y a une forme de relative discrétion japonaise dessus, mais il y a, pour en revenir à la problématique américaine, vous n'avez pas à l'heure actuelle de gros contrats qui a été signé entre acteurs américains et acteurs japonais pour essayer d'aller faire produire sur le sol américain des composants en y associant des sociétés japonaises. Bon, ce sera peut-être le cas à terme, mais compte tenu de cet état de développement de l'industrie japonaise, je ne pense pas que ça se fera, enfin, du moins, je ne pense pas que ce soit priorité tout à fait évidente. Très bien. Merci, Julien. D'autres questions? Oui, je voulais poser une question à M. Dalmont. Vous soulignez tout le problème suscité par la politique du droit de la concurrence en Europe et le fait que nous sommes déforcés parce que nous ne pourrions pas dès lors soutenir des projets en proportion suffisante et assurer la possibilité aux entreprises européennes d'atteindre les tailles nécessaires pour prendre une place dans ce marché complexe. Mais ce que je ne saisis pas, c'est qu'en réalité, dans le passé, dans d'autres domaines, et je fais référence à tout le conflit qui a existé entre Airbus et Boeing, et les accusations réciproques de soutien d'État à ces deux entreprises, où d'ailleurs tous les deux ont perdu des plumes, si je puis dire, enfin quand même Airbus aussi. Et donc on ne comprend pas très bien comment dans ce domaine-ci, du coup, ces règles de limitation ou d'interdiction d'aide d'État ici ne semble pas du tout appliqué du côté américain et par contre, nous l'appliquerions du côté européen. Alors, je vous remercie pour cette question. En fait, elle est centrale. Je ne les développe pas parce que je pense que j'ai déjà été trop long par rapport aux autres. Mais en fait, c'est très simple. Malheureusement, la réponse, elle est très simple. C'est-à-dire que les grandes réussites européennes, la CK, Airbus, Euratom, etc., c'est la partie communauté européenne. Ce n'est pas l'Union européenne. On a changé de monde en 92. C'est-à-dire que la partie communauté européenne, c'est la coopération interétatique. On détermine un objectif, par exemple Airbus, on dote cet objectif de moyens financiers, de moyens légaux, et on dit, voilà, on va produire des avions européens de forte capacité, et ainsi de suite. Et là, on a eu des succès réels et tangibles. Sauf que après, il y a 1992, et on passe des communautés européennes à l'Union européenne, et on passe d'une logique de coopération interétatique à une logique de création, et c'est exactement comme ça que c'est expliqué,
création des conditions favorables. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique. Création des conditions favorables, ça veut dire qu'on crée un marché. Donc attention, on se replace à l'époque, le mur de Berlin n'est pas tombé, on est dans un marché intérieur fermé à la concurrence, avec un tarif douanier commun. L'OMC n'existe pas encore. On arrive donc sur un marché fermé où on applique des règles stricto sensu de concurrence entre entreprises européennes sur ce marché fermé. Et on crée les conditions favorables pour qu'émergent des entreprises en respectant les règles parfaites de concurrence pure et parfaite, donc pas d'entente, pas de concentration d'entreprises, etc., sur ce marché intérieur fermé. Sauf que derrière, vous avez le passage du GATT à l'OMC, l'avènement de la mondialisation, la suppression du tarif douanier commun, et vous avez un marché qui est ouvert aux 4 vents, qui applique des règles, donc ces fameuses règles de conditions favorables, et qui les applique tout seul. Donc, effectivement, le marché du numérique, pourquoi il est hyper révélateur de ce passage? Parce qu'il s'est développé dans les années 2000. Avant, on avait un marché du numérique, de l'informatique. Et au moment, la bulle Internet, en fait, l'explosion d'Internet, l'explosion des smartphones, c'est après 2000, c'est-à-dire après ce passage de la coopération interétatique à la création des conditions favorables. Vous pouvez faire la même analyse avec le marché de l'énergie. Vous pouvez faire la même analyse donc avec Airbus. En fait, tout ce qui a bien fonctionné au niveau européen, c'est avant ce passage et cette logique, cette conception de la création des conditions favorables. Très bien. Merci, Julien. Belle explication. D'autres questions? Oui, Laurent, moi je veux bien en poser une à mon tour à Julien Nossetti. Alors je ne veux pas le piéger, s'il ne peut pas me répondre, qu'il ne me réponde pas, mais comme il a parlé rapidement de la Russie tout à l'heure et que dans une autre vie, il s'est intéressé de près à ce pays, je voulais lui demander s'il pouvait nous parler de la Russie sur la position de la Russie, la situation de la Russie sur cette question précise de la disponibilité des puces et des puces dans le contexte actuel de guerre et notamment en direction de son secteur militaire. Est-ce qu'il est possible que si ce conflit devait durer longtemps, est-ce qu'il est possible que dans quelques mois, la Russie soit à court purement et simplement de ce matériel-là? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, c'est pas un piège, hein. C'est vrai que cette autre vie que vous évoquez, en fait, elle est toujours bien actuelle. Et c'est vrai qu'en fait, la Russie m'a toujours rattrapé sur ces enjeux numériques, cybertechnologiques, et que je peux difficilement y échapper aux grandes dames de mon sommeil. Donc, non, très rapidement sur cette question des semi-conducteurs et la Russie. Alors, effectivement, c'est sans surprise pour tout le monde un des enjeux les plus éminents des différents jeux de sanctions qui ont été passés par les États-Unis, l'Union européenne et Taïwan aussi était concerné via TSMC, hein, qui a pris évidemment des sanctions, notamment ce que j'appelle des sanctions personnelles, c'est-à-dire en fait en se retirant des marchés concernés, donc ici en l'occurrence la Russie. Non, il y a une complexité de l'enjeu ici aussi dans le cas présent, parce que c'est bien un cas de figure où les interdépendances qu'on évoquait tout à l'heure, elles se voient plein. C'est-à-dire que c'est une chose de s'intéresser aux difficultés que rencontre le pays, évidemment, en termes d'approvisionnement de composants, notamment les plus sophistiqués, surtout pour son industrie militaire, mais c'en est aussi une autre, hein, de s'intéresser à certains métaux rares qui sont présents massivement en Russie et en Ukraine, hein, le palladium, le gaz de néon, etc., qui sont nécessaires pour fabriquer, pour vraiment produire ces composants électroniques. Donc là, vous avez aussi des différentes formes de déstabilisation de toute cette chaîne de valeur, hein, de cette chaîne de production des semi-conducteurs qui est aussi tout à fait notable depuis le déclenchement de l'agression armée de la Russie en Ukraine.
Alors, les effets des sanctions technologiques contre la Russie, pour l'instant, ont quand même joué. Alors, à nouveau, je réitère l'argument que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ces effets ne sont pas forcément ultra visibles pour l'instant et que ça va prendre un petit peu de temps avant de produire une asphyxie certaine de ce secteur en Russie, donc de plusieurs pans de l'activité économique russe, hein, évidemment l'aviation civile, l'automobile, etc. Tout ça a de très fortes chances de connaître une mort lente et certaine, hein, sans jouer évidemment hein. Mais là, vous avez notamment la stratégie américaine de contrôle de l'exportation, donc la dimension de sanctions dites secondaires joue à plein, et les exportations de différents technologies américaines liées aux puces a chuté d'environ 75% en fait depuis février. Donc là, vous avez une difficulté énorme côté russe à s'approvisionner, à continuer à s'approvisionner. Il y a eu différentes révélations par voie de presse ces dernières semaines sur à la fois un système D qui visiblement sur le terrain en Ukraine s'est fait jour pour la partie russe notamment, hein, ce qui était un petit peu cru de révéler ça, mais notamment en intégrant des puces tirées de lave-vaisselle et de réfrigérateurs dans les systèmes d'armes russes, ce qui montre bien qu'il y a un véritable problème. Et deuxièmement, d'autres types de révélations qui essaient de montrer qu'il y avait des circuits parallèles d'approvisionnement vers la Russie en provenance surtout de Chine et aussi voilà, de Corée du Nord, même si on a un petit peu de mal à concevoir ces types de circulation de savoir et de technologie, mais essentiellement de Chine, où là, vous avez un véritable enjeu hein, qui questionne au fond les relations technologiques entre la Chine et la Russie, qui, au-delà de, je cite, l'amitié indéfectible qui avait été exprimée par le président chinois Vladimir Poutine le 4 février, au moment des JO de Pékin, qui avait donné lieu à toute une série d'accolades qui s'est traduite par une sorte de traité d'amitié renouvelé. Mais en fait, au-delà des différents projets de renforcement des relations sur le plan technologique, IA, cyber, etc., vous avez quand même de vraies divergences et puis un très fort scepticisme de la Chine à accroître ses livraisons pour la simple raison, hein, très prosaïque côté chinois, que vous avez déjà l'effet des sanctions américaines qui jouent en Chine. Donc il ne s'agit pas d'aller exporter évidemment ces composants les plus intéressants, les plus sophistiqués. Donc c'est encore une fois ici où je reviens à ce fameux terme d'interdépendance où on voit bien qu'elles sont fortement contraintes. Et ici, dans le cas de la Russie, c'est quand même un des nerfs de la guerre, hein, au fond, sans faire de mauvais jeu de mots, où on voit hein, cette capacité à se renouveler technologique hein, qui est très limitée. Idem aussi sur le plan humain. Hein, vous aviez déjà avant l'invasion de février comment dirais-je des cerveaux, des talents en Russie dans ce domaine des puces, dans ce domaine de l'industrie électronique, qui étaient soit très très vieillissants entre guillemets, ou du moins qui avaient déjà émigré. Donc il y a aussi un lien avec la dimension humaine en fait hein, de ce savoir-faire et sur ces deux plans, hein, à la fois enfin, trois plans pardon, financiers, de maîtrise technologique et humain. Là vous avez un assèchement tout à fait clair, hein, entamé et qui va se renforcer en Russie. Merci. Merci Julien. D'autres personnes souhaitent poser une question ou deux? Madame Bullard. Oui, Madame Bullard. Pour M. Dalmont, qui nous a fait un descriptif du niveau européen assez terrible, est-ce que vous avez réfléchi à ce stade à des solutions possibles, à des modes de coopération qui ne soient pas de ce type-là? Est-ce que c'est trop tard et on prendra le tour d'après, enfin l'Europe prendra le tour d'après, ou est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent se dégager, selon vous? Alors, c'est une question qui est compliquée. Premièrement, parce qu'il y a un effet de lobbying et qu'il faut bien l'entendre. C'est-à-dire que les lobbyistes américains, notamment, sont dans cette logique de c'est trop tard. Et elle est fortement reprise par les commissaires européens. Après, je ne ferai pas de lien direct, mais tout du moins, on a beaucoup de commissaires européens
qui parlent toujours de la technologie d'après. En fait, on ne maîtrise pas les technologies actuelles, mais eux, ils veulent maîtriser la technologie d'après. Donc, c'est une vision assez symptomatique de ce qu'est la Commission européenne par rapport au domaine du numérique. Alors, après, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, bien sûr, il y a des solutions. D'ailleurs, la Chine, en fait, malgré beaucoup de reproches qu'on pourrait lui accorder, en fait la démonstration. C'est-à-dire que quand les États-Unis ont mis un certain nombre d'embargos, notamment par rapport au système d'exploitation de Google, qu'ont fait les Chinois? Ils ont développé leur système d'exploitation pour leur smartphone. Et ils ont mis 2 ans pour le faire. Donc, forcément, il y a des solutions. Le problème, tout à l'heure, je ne l'ai pas développé vraiment, mais le problème, c'est que en fait, l'Union européenne s'est enferrée dans son propre mythe. Il faut savoir que l'Union européenne a signé l'accord multilatéral sur les marchés publics. Cet accord nous empêche d'attribuer des marchés publics européens réservés à des entreprises européennes. Il y a un truc qui est complètement paradoxal puisque la Chine n'a pas pris parti à cet accord. Les États-Unis ont mis tellement de clauses de réserve que ça ne s'applique pas à l'armée, ça ne s'applique pas aux bâtiments, ça ne s'applique pas aux PME, ça ne s'applique pas à tous les domaines stratégiques américains. Mais par contre, l'Union européenne l'a signé sans réserve. Donc en gros, dès qu'on veut lancer un appel d'offres, et là, on a eu des cas par rapport aux données de santé, on a eu des exemples par rapport à la monnaie numérique européenne. Alors, c'est en phase de test, hein, mais voilà, c'est Amazon qui est retenu. On a eu et une logique où on ne peut pas empêcher une entreprise, avec les déclarations notamment de Thierry Breton, on ne peut pas empêcher les entreprises chinoises ou américaines de venir travailler sur le marché européen. Donc, voilà, on se retrouve avec cloud souverain, où vous avez Tencent, entreprise chinoise, vous avez Amazon, vous avez Google, et on va vous y dire, mais alors, le cloud de souverain, on ne peut pas faire, on va faire un cloud de confiance. Donc, cloud de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un cahier des charges, et les entreprises qui vont répondre à ce cahier des charges, on va les considérer comme étant des entreprises de confiance. Bon, après, toutes les questions de droit américain, l'extraterritorialité, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Enfin, voilà, c'est une philosophie, il faut bien comprendre. Donc, quelle solution? La Commission européenne en a donné une, en fait, et elle a donné à 2 reprises, notamment sur les aides d'État. C'est-à-dire qu'elle est considérée que, vu le montant colossal des investissements nécessaires en matière de transition énergétique, en matière d'écologie et en matière de numérique, en fait, elle accepterait un certain nombre d'aides d'État. Donc, en fait, elle ne veut pas renoncer à sa philosophie globale, mais elle crée des exceptions. Ce qui est somme toute assez ridicule, mais il faut savoir qu'il existe des règlements d'exception sur un certain nombre d'autres domaines. Donc, on sait que le domaine numérique, il faut être très clair, c'est le paradis de la subvention. Les géants du numérique américain, ils ont été subventionnés à des proportions qui sont stratosphériques, avec des commandes réservées de l'armée américaine, avec des commandes réservées dans certaines villes américaines sur tout ce qui est sécurité, sur tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ce qui est données, stockage de données. Donc, c'est un domaine qui nécessite tellement de capitaux que se passer des commandes publiques, se passer des aides d'État, se passer des marchés réservés, en fait, c'est juste impossible. Donc, première solution, c'est des règlements d'exemption, alors de manière limitée ou générale. Deuxième solution, ce serait la suspension de l'application du droit européen de la concurrence dans le domaine pour une période peut-être de 10 ans. Le temps de développer réellement ou de recréer un écosystème numérique en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il est dévasté. Ce n'est pas juste de dire on n'est pas au niveau. L'écosystème numérique européen est dévasté. Il est quasi inexistant. Et avec, alors là, Félix sera absolument pas d'accord avec moi, mais avec des logiques, notamment au sein de la Commission européenne, c'est par exemple de développer le logiciel libre. Moi, je veux bien, mais comment vous bâtissez
un écosystème économique, une logique économique, en utilisant des logiciels libres? Moi, je n'ai pas la réponse. Très bien. Merci, Cyril. Ophélie a peut-être une réaction. Non, mais sur le dernier point, je suis assez d'accord avec Cyril. De manière générale, en fait, je ne vais pas vraiment beaucoup contredire puisque je suis aussi extrêmement critique sur les choix qui ont été faits en termes de stratégie. Au niveau européen, c'est pas tout à fait nouveau, hein, au final quand on regarde quand on regarde un petit peu avant le numérique, c'était l'informatique. On a toujours eu ce type de positionnement en fait, hein, avec des tentatives parfois de mettre en place des projets d'envergure qui ont généralement échoué pour des questions qui étaient parfois vraiment bêtes en fait, hein. Choix de mauvais prestataires, choix de mauvais acteurs techniques, ou alors pas suffisamment d'investissement à long terme. C'était le cas notamment sur le cloud aussi. On a essayé de faire du cloud souverain, du vrai cloud souverain. On a essayé, les intentions étaient bonnes, mais la manière de procéder était mauvaise il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, en effet, on est parti sur du cloud de confiance. On est parti au niveau européen sur une logique de confiance depuis déjà un certain nombre d'années. Et si on regarde le droit du numérique, que ce soit le RGPD, le DSA ou le DMA dans certains aspects également, font qu'on est vraiment dans cette logique-là de dire on n'a pas les moyens de contrôler de toute façon, donc nous n'avons qu'une seule manière, c'est de faire confiance dans l'industriel au final, un peu voilà, d'attendre en fait finalement que l'entreprise accepte nos règles, sachant qu'on ne peut pas vérifier qu'ils les respectent réellement puisqu'on ne peut pas contrôler ni le code, ni les serveurs. Désolé de parler de ça, mais en réalité, c'est vrai que dans le cas du numérique, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que fait un algorithme si vous ne savez pas comment il est conçu. Et ça, c'est vrai que pour l'instant, au niveau européen, comme dans n'importe quel droit qu'on essaie de concevoir à travers le monde, on ne parle pas réellement de cela. On ne peut pas vérifier ce qu'il y a dans l'usine, en fait, en quelque sorte. Donc, à partir de là, il devient extrêmement compliqué de savoir comment réguler en fait ces objets-là, ces objets techniques. Très bien. Merci Ophélie. C'est une dernière question ou une dernière réaction de... Oui, je voulais juste rajouter un petit point, en fait, parce que tout à l'heure, je voulais aller vite et je ne l'ai pas développé. Quand je parlais du CHIPS Act, en fait, et de la sortie d'une puce européenne, en disant que cette puce, elle allait arriver et qu'est-ce qu'on allait en faire, en fait. Et quand je parle de l'écosystème numérique qui est dévasté, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on met de l'argent dans un projet, on va créer une puce, mais qui va l'acheter? La question, elle est simple, qui va l'acheter? Quand vous avez 80% du marché des acheteurs qui est américain, taïwanais ou chinois, qui va acheter la puce européenne, sachant qu'on n'a pas de distributeur, qu'on n'a pas comment dire, de marché réservé pour cette puce, donc on n'aura pas de commande publique. Vous allez créer une puce et vous n'avez pas de clients. Ce qui s'est passé avec le cloud dont parlait Ophélie tout à l'heure, c'est que l'État français voulait créer un cloud de confiance. On a subventionné et favorisé le rapprochement d'entreprises pour qu'elles développent ce cloud de confiance, mais derrière, il n'y a pas de clients. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de marché réservé. Aux États-Unis, quand Microsoft veut développer des lunettes de combat, l'armée américaine lui passe 24 milliards de dollars de commandes. C'est beaucoup plus facile. Si vous commencez à lancer un process pour développer des puces européennes et que vous avez 0 client, il n'y a pas d'intégrateur de puces en Europe. Elles sont intégrées aux États-Unis ou elles sont intégrées en Chine. Donc, en fait, il n'y a juste même plus de marché. Tellement l'écosystème s'est délité. Là-dessus, il y a deux choses en fait que je trouve assez importantes. Sur le cloud souverain, la raison pour laquelle ça a échoué notamment, alors c'est vrai qu'on peut parler du fait qu'il n'y avait pas de client derrière, mais c'était aussi la proposition, c'était aussi l'objet tel qu'il était conçu.
par des industriels qui n'étaient pas des professionnels du cloud de toute façon, qui fait que de toute façon le produit en lui-même ne répondait pas aux besoins qui commençaient à émerger sur le marché. Ensuite, sur la logique de l'offre et du fait que sur des puces européennes, y aurait-il des acheteurs, en fait, il va se jouer, c'est le jeu sur les prix. On voit avec notamment les puces à 7 nanomètres, des semi-conducteurs à 7 nanomètres, du coup, en Chine. Ce qui va être intéressant pour la Chine, c'est de jouer sur les prix, puisque en face, les acheteurs sont des entreprises chinoises pour beaucoup, en fait, sur ces types de puces. Et donc, en fait, ils vont pouvoir vendre à bas prix, en quelque sorte, à des entreprises chinoises. Ils ne vont pas forcément y perdre, mais ils vont y gagner un monopole, en fait, industriel qui va leur permettre de jouer après, ensuite, sur d'autres types de puces. Donc ça, c'est aussi des stratégies, simplement que l'Europe ne peut pas appliquer de son côté, puisque aujourd'hui, ils ont au final peu d'acheteurs. Ils ont des acheteurs, mais ils ne peuvent pas jouer, en fait, là-dessus, sur cet aspect-là. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses qui vont jouer là-dedans. Et puis, évidemment, dans le bras de fer États-Unis-Chine, il est aujourd'hui plus clair que l'Europe fait plutôt le choix du partenariat avec l'ami américain plutôt que de développer finalement ses propres industries. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Il y a quand même des industries en Europe qui se développent, qui sont prometteuses. Il y a de la recherche et développement qui est prometteuse aussi. Il y a beaucoup de PME, TPE qui sont vraiment innovantes et intéressantes, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout là que les efforts sont portés, alors qu'il pourrait en fait y avoir vraiment quelque chose d'important qui demanderait en fait une vision long terme, évidemment. Merci Ophélie, merci Cyril pour ce débat très intéressant sur la question européenne. Une dernière question, éventuellement? Non? Écoutez, je remercie Ophélie, Julien, Cyril pour leur véritablement belle présentation et pour ces échanges également très, très passionnants. Et je laisse la parole à Jean-Thomas pour conclure. Merci. Merci Laurent. À mon tour, je remercie Ophélie, Julien et Cyril. Je te remercie Laurent d'avoir animé ces échanges. J'espère que vous qui nous avez suivis jusque maintenant, ces échanges vous auront intéressé. Je vous annonce, alors sans date précise, pardon, mais on va essayer d'aller vite, notre prochaine conférence dans le cadre de notre programme Indo-Pacifique sur ce qui s'est passé au mois d'août au large et dans les eaux territoriales de Taïwan, c'est-à-dire le coup de pression maximal que la Chine a mis. On décodera ça ensemble fin octobre, à une date, encore une fois, que vous recevrez très rapidement. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt.